j'ai tout gâché. Voilà, il me dit ça, j'ai tout gâché, j'ai tout gâché, j'ai tout gâché. Et il me dit, rentre, maman, elle est... Bonjour tout le monde et bienvenue sur Légende. Ça me fait plaisir de vous retrouver comme tous les mercredis, vendredis et dimanches. On fait 3 émissions par semaine. Aujourd'hui, notre invité, c'est Dominique Moulinas qui a écrit un livre qui s'appelle Parents à perpétuité. Bonjour Dominique. Bonjour. Vous avez écrit un livre avec votre femme qui s'appelle Sophie, qui n'est pas là aujourd'hui, qui n'avait pas envie de parler parce que c'est pas facile. Ouais. Parce que votre fils, qui s'appelle Mathieu Moulinas, est en prison. C'est le premier mineur à avoir pris la perpétuité. Parce qu'il a violé, torturé et tué une fille qui s'appelle Agnès Marin en 2011. Merci de venir nous raconter votre histoire. Vous avez sorti un livre et il y a aussi un film qui s'appelle pareil, Parents à perpétuité, diffusé sur France 2. Je vous mets le lien d'ailleurs en cliquable en dessous de la vidéo si vous voulez aller le voir pour voir votre vie aussi, ce que vous avez vécu en tant que père, en tant que maman pour Sophie, votre femme. On va repartir du début, si vous voulez bien, pour comprendre. Je vais rappeler les faits, puis après on va reprendre votre vie pour comprendre comment tout ça s'est passé. En fait, c'est le 16 novembre 2011. Agnès Marin, donc torturée, violée, puis tuée par un camarade de son école. Donc c'est votre fils. Il avait 14 ans à l'époque. L'affaire a pris une grosse ampleur parce qu'en fait, 1 an plus tôt, votre fils avait déjà violé une fille mineure. Il n'a pas été condamné. Il a pu ressortir, reprendre une scolarité normale pour finalement récidiver et tuer quelqu'un. Il avait 17 ans au moment où il tue Agnès Marin. Aujourd'hui, ça fait plus de 13 ans à peu près qu'il a fait ça. C'est toujours difficile de réaliser ce que Mathieu a fait là. Oui, c'est toujours très difficile. Les faits sont tellement horribles, ignobles et incompréhensibles que oui, c'est toujours très difficile à réaliser tout ça, quoi. Ouais. Est-ce qu'on se sent coupable? On va y revenir après. Est-ce qu'on se sent coupable en tant que papa? C'est une vraie question que je pense que tous les parents vont se poser. Si votre fille, votre fils fait ça un jour, qu'est-ce que... Oui, on se sent coupable et on se sent toujours coupable. C'est notre fils, hein, on se sent coupable de ne pas avoir décelé chez Mathieu quoi que ce soit qui nous aurait mis sur la voie d'une compréhension. Vous voyez, on se sent coupable de tout ce qu'on a fait, et on l'a fait, me concernant, avec beaucoup d'énergie, entre les deux affaires, justement pour que Mathieu puisse reprendre, après ces faits horribles de viol, qu'il puisse reprendre une vie normale, en attendant. Alors vous avez dit qu'il n'a pas été condamné pour la première affaire. Non, il n'a pas eu le temps d'être condamné, puisqu'il a réitéré juste 1 an après, quoi. Donc il a fait 4 mois de prison préventive, il a été libéré sous condition. Et malgré tout, pareil, vous avez évoqué, voilà, il sort de prison et il reprend une vie normale. Non, c'était pas une vie normale pour Mathieu. Sa vie d'avant, c'était auprès de ses parents, auprès de ses sœurs. La vie qu'il a repris, c'était en internat, c'était avec un contrôle judiciaire. Une vie en liberté, en tout cas. Une vie en liberté, oui. J'ai une pensée, évidemment, pour la famille d'Agnès Marin. Voilà, ça soit clair. Ça m'a vachement touché, cette affaire, etc. J'ai beaucoup travaillé pour préparer l'émission, évidemment. On a lu le livre, on a regardé le film avant avec un lien, etc. pour travailler. Mais voilà, grosse pensée, évidemment. Là, le sujet, c'est votre livre, donc c'est pour se mettre à votre place, entre guillemets, essayer de comprendre aussi la peine des deux côtés. Alors, ça n'a rien à voir avec la peine qu'eux subissent, parce qu'il faut se rendre compte de ça. Mais c'est une peine aussi de votre côté, de ne pas l'avoir vu, de se sentir coupable peut-être de vous être battu pour qu'il ressorte après la première fois et tout ça. Donc, on va reparler de tout ça. Pour essayer de comprendre comment on en est arrivé là, en fait, on va prendre la jeunesse de Mathieu. Il est né le 30 décembre 93 à Nîmes. Premier enfant, c'était un bébé comme les autres? C'était un enfant comme les autres? Non, c'était notre enfant, il était... Alors, Mathieu, on l'a voulu, hein, on l'a souhaité avec Sophie, on voulait... on avait un but, c'était vraiment fonder une famille, etc. Puis on avait fini nos études, on bossait tous les deux, et Mathieu est arrivé, quoi. Et c'était une joie extraordinaire. En plus, Mathieu, ça a été un bébé et un petit garçon extra.
Extra, parce qu'il était... Alors, il a vu... On ne se l'explique pas, mais il a parlé très, très tôt. Donc, c'était un gamin avec qui on dialoguait. Et puis, tout petit, il était avec une imagination... alors aujourd'hui, on dit débordante, mais non, il avait une capacité à s'inventer plein d'histoires, etc. C'était un gamin curieux, c'était un gamin, oui, plein de vie, quoi. C'était... Il était plutôt intelligent, quoi. C'est ça qui est très intelligent. Oui, je crois qu'il est plutôt intelligent. Oui, oui. Il est toujours plutôt intelligent, Mathieu. Et la motricité, il avait des problèmes de motricité. C'est un rapport avec l'après, on en reparlera, mais qu'est-ce qui était compliqué pour lui? Mathieu, ça a été compliqué dès qu'il est rentré à l'école. Alors, compliqué scolairement parlant, hein, il n'a jamais posé de problème ni de comportement, ni rien. Mais très rapidement, on s'est aperçu qu'il y avait des gestes, notamment écrire, etc., où il avait des difficultés. Alors, lui, à l'époque, les difficultés, c'est qu'il n'écrivait pas. Vous voyez, j'ai ce souvenir de son instinct de CP, qui nous dit, Mathieu, il a toutes les compétences, etc., mais il n'écrit pas. Il n'écrit pas. Il a passé, vous voyez. Et c'est vrai que très rapidement, pour nous, ça a été une inquiétude, quoi, parce qu'il était, oui, scolairement parlant, il était en souffrance, quoi. Donc, il a redoublé une classe du primaire, je crois que c'était le CE1. Mais après, effectivement, nous, on a mis en place tout un tas de suivis, orthophonie et tout, et même il était suivi par une pédopsychiatre pour ses problèmes de motricité, et je crois vers l'âge de 8 ans, il a été diagnostiqué, vous savez, avec l'ensemble des 10 dysorthographiques, dyslexiques, et il était aussi dyspraxique, c'est-à-dire qu'il y a des gestes qu'il est encore aujourd'hui incapable de faire. Vous voyez, souligner un mot avec une règle, etc. Faire ses lacets. Faire ses lacets. Vous le dites dans le film, oui. il le dit à un moment donné, le père. Oui. Il y a une photo de Mathieu là, qui apparaît à l'image, photo de classe que vous avez donnée. Quel métier vous faites, vous? Moi, je suis enseignant-formateur. Vous êtes enseignant? Oui, je forme des travailleurs sociaux. D'accord. Vous lui avez donné quoi comme éducation à lui? Vous étiez sévère? Vous étiez plutôt dans l'écoute? Pour nos 3 enfants, on a toujours été dans l'écoute. Sévère, je pense pas. Souvent, je dis, voilà, on nous a pas appris à nous à être parents, quoi. Donc, on a été les parents qu'on a été. Et effectivement, oui, on était plutôt dans l'écoute, plutôt dans l'éveil de nos enfants, où on les a tous les 3. Hein, les 2 sœurs de Mathieu ont eu la même éducation. On les a sollicités pour qu'ils puissent s'intéresser à ceux qui les entourent. Mais après, non, on n'était pas d'une sévérité. Mais parce qu'on n'a pas eu d'enfants non plus qui aient nécessité... Oui, il y a un besoin des fessées, pas de fessées, un peu comme tout le monde. Comme tout le monde, je crois que Mathieu, ça mérite. Oui, Mathieu et ses sœurs ont dû prendre, quelques tapes. J'ai un souvenir de sa sœur qui avait pris un coup de pied au cul, mais voilà, quoi. Non, et que ce soit de ma part ou celle de Sophie. Bien sûr, pas plus que la normale, quoi. Ouais. Oui, et pas plus que les parents que je côtoie et que je côtoyais, et qui avaient des enfants du même âge, quoi. Mais en même temps, voilà, je vous répète, et Mathieu et ses sœurs ne nous ont jamais obligés à faire preuve de... Après, effectivement, vous voyez, Mathieu grandissant, on me l'a reproché lors des procès, vous voyez, voilà, Mathieu a 16 ans, il fume un joint, on le sait... non, voilà, voilà, Mathieu fume un joint, pour moi, ça n'a pas été une catastrophe, quoi. Il a une jeunesse heureuse, quoi. Oui, je crois. Il n'a pas manqué de « je t'aime ». Non, ça c'est sûr qu'il n'a pas manqué de « je t'aime », il n'a pas manqué de loisirs, il n'a pas manqué d'affection, il n'a pas manqué, je crois qu'il a manqué de rien, quoi. Et à 16 ans, votre fils va violer une fille qu'on appellera Julie, c'est un nom d'emprunt. Comment vous allez l'apprendre? Qui c'était pour lui? Est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà cette première affaire qui va enchaîner après une autre? Alors, on habite dans un petit village, on habitait, pardon,
dans un petit village, il y a 1000 habitants. Julie, c'était une jeune fille de l'âge de Mathieu, que Mathieu connaissait, je crois, depuis la maternelle. C'était une copine de Mathieu, quoi, mais c'était une copine parmi une petite bande de gamins du même âge dans un village, voilà. Oui, une copine de village, quoi. Une copine de village, oui. Comment vous la prenez? Ben, on la prend par les gendarmes qui débarquent à la maison. Nombreux? Alors, moi, il me semble qu'ils étaient nombreux, mais après, vous savez, ça a été tellement violent que une fois, le gendarme a dit non, on était 5. Moi, il me semblait qu'ils étaient très, très, très nombreux. Ils vous disent pourquoi ils sont là tout de suite? Ouais. Ils sonnent à la porte? Non, ils ne sonnent pas à la porte. On était dans le jardin, devant le portail, en train de charger la voiture, parce que le lendemain, on partait en vacances. Donc vous voyez les gendarmes arriver, ils vous disent bonjour, monsieur Molinas. Oui, bonjour. Est-ce que votre fils est là? Ben oui, en fait, Mathieu était avec moi. On était en train d'accrocher des VTT à la voiture. Et Mathieu me donnait un coup de main pour charger la voiture. Oui, Mathieu est là. Quand les gendarmes arrivent, bon, je me dis... Vous savez, ça va vite, hein. Je me dis, tiens, oui, il y a quelque chose, mais ça doit pas être... Pour nous? Si, puisqu'ils sont à la maison, quand même. Oui, mais je me dis, ça doit pas être si grave. Je pense au cannabis, vous pensez à une connerie, voilà. Ils ont dû faire une bêtise dans le village, etc. Et là, de suite, Mathieu dit rien. Des gendarmes éloignent Mathieu et il y en a un qui me dit voilà, on vient perquisitionner parce que votre fils, aujourd'hui, a violé Julie. Donc, vous savez l'expression recevoir un coup de massue, quoi. Là, vous êtes... Donc, oui, il y avait, vous voyez, ces deux mots, quoi. Violer Julie, quoi. C'était, ouais, vous êtes assaut. Est-ce que vous la connaissiez, Julie? Oui, alors je la connais sans la connaître, quoi. Voilà, j'ai un souvenir où ils avaient joué aux cartes à la maison, il y avait un orage, donc oui, Julie, elle habite dans le village. Nous, on est un peu à l'extérieur. C'est pas je connais pas ses parents, etc. Mais oui, je la connais. Là, il vous dit ça, le gendarme? Ouais. Vous dites c'est pas possible? Oui, je dis c'est pas possible. C'est qu'est-ce que, enfin voilà. Après, c'est tellement... vous vous dites pas grand-chose, quoi. Vous êtes là... Donc... Et puis après, vous savez, il y a... C'est une espèce de tourment, quoi. Il y a Sophie, il y a Zélie... Oui, Sophie, ma femme. Il y a nos deux filles, Zélie et Margot. Zélie, elle a 5 ans, quoi, vous voyez. Donc là aussi, alors, il y a une gendarme qui éloigne les filles dans le jardin. Et moi, je vois que Mathieu ne dit rien, ne réagit pas, quoi. Donc, intuitivement, je me dis pas, c'est une erreur, quoi. Parce que si c'était une erreur, il serait là en train de se débattre. De se débattre, de crier ou quoi que ce soit. Il dit rien, quoi. Il dit rien? Il dit rien. Il vous regarde? Je sais même plus. Vous voyez? Là, il l'emmène? Non, il perquisitionne. Il perquisitionne, il fouille la maison, etc. Voilà. Vous faites quoi pendant ce temps? Ben moi, j'insiste auprès de Mathieu, en lui disant, Mathieu, ce que m'a dit le gendarme, c'est grave, c'est très, très grave. Donc là, c'est pas... On rigole plus, quoi. Voilà. Donc tu réponds à ce qu'on te demande et surtout, tu pipotes rien, quoi, parce que c'est grave. Et puis après, voilà, ils emmènent Mathieu. Donc et là, ils font preuve quand même Ils lui mettent pas les menottes. Donc c'est quand même fait parce qu'ils les ont sortis et c'est vrai que... vous voyez, là, ça paraît tellement... mais la vue des menottes, c'était... C'était violent, ouais. Ouais. Visuellement. Ouais. Parce que Mathieu, c'est un minot, hein. Il a 16 ans. Mathieu, il joue au Warhammer et il fait du yo-yo, quoi. Et donc, là, les gendarmes voyaient bien qu'on est quand même un peu... Et donc, il y en a un qui me dit... trouvez-vous vite un avocat, quoi. Trouvez-vous vite un avocat parce que c'est très grave. Je dis, je connais pas d'avocat, moi, je sais pas ce que c'est qu'un avocat, quoi. Et puis il l'emmène, mais voilà, on n'a pas d'infos. Et puis c'est vrai que
on est tellement abasourdis, etc. Je sais même plus qui j'appelle, etc. Vous restez avec vos 2 filles? Vous avez 2 autres filles? Oui, parce que Vous leur dites quoi? sur le coup, je crois qu'on leur dit pas grand-chose. On leur dit Mathieu a fait une bêtise et c'est pour ça que les gendarmes sont venus le chercher. C'était plus petite? Ah bah oui. Oui. Zélie avait 5 ans, Margot avait 12 ans. Donc compliqué à expliquer, une fille de 5 Oui, ans. et puis là, vous voyez... Et puis les gendarmes l'emmènent, mais on n'a pas d'explication, vous voyez. Et puis on est tellement pas préparé à ça, quoi, vous voyez. Depuis que Mathieu est né, et voilà, on avait tout imaginé, quoi, tout. Vous savez, la question, la crise d'ado. Oui, et si mon fils est malade, et si mon fils est agressé, et si, etc. Mais on s'était jamais mis dans cette situation, quoi. Et si Mathieu et si mon fils violait quelqu'un, quoi. Vous voyez, cette phrase-là, on l'avait jamais prononcée, quoi. Il vous explique ce qu'il a fait après, lui? Non, parce qu'en fait, on le voit pas, Mathieu, quoi. On le voit pas. Pendant combien de temps? Ben, en fait, moi, le soir, bêtement, je me dis, je vais à la gendarmerie, quoi, parce que peut-être que je vais... Vous imaginez, voilà, moi, je vais à la gendarmerie pour chercher Mathieu. Je me dis, il a dû dire ce qu'il avait... Voilà. Et donc, je me pointe à la gendarmerie et on me dit, ah, ben non, monsieur... Non, là, il est en garde à vue et vous le voyez pas, quoi. Et moi, comme un con, vous voyez, je me dis, mais je peux lui apporter un sandwich, peut-être qu'il faudrait qu'il se change, quoi. Vous voyez, enfin, ouais, je conçois que c'est... qu'il y a un décalage énorme, quoi, entre ce que j'ai appris et ma réaction, mais c'était tout ce que j'étais capable de faire, quoi. Vous voyez. Et la gendarmerie vous dit de rentrer chez vous, il ne rentrera pas tout de suite? La gendarmerie me dit non, oui, pour le moment, vous rentrez chez vous et on vous appellera et on verra, voilà, on vous tient informé de la suite, quoi. Voilà. Donc moi, je vois Mathieu le lendemain, parce que je suis convoqué, ils veulent m'entendre. Et puis comme... alors en fait, je leur dis de suite, Sophie, elle n'est pas en état, là. Hein, enfin, Votre femme? Ouais. Je crois que je leur dis, quoi, voilà, vous laissez Sophie tranquille, parce que là, Et donc, je crois que le lendemain matin, je suis auditionné, quoi, on me pose plein de questions, etc. Et surtout, on me lit ce que Mathieu a déclaré la veille, voilà, sur le déroulé des faits. Sur ce qu'il a fait. Sur ce qu'il a fait, ouais. Et qu'est-ce qu'il dit? Ben, il raconte, voilà, il amène Julie dans un bois, il la menace, il l'attache, il la viole, enfin voilà, et là aussi, et Mathieu est là quand on me lit ça, hein. Et donc, en fait, il accepte. Ah oui. En gros, il avoue. Oui. C'est ça, je veux dire. Ah oui, mais il n'a pas cherché à dire. C'est non, pas vrai, il n'a pas cherché à dire quoi que ce soit. Et là, il le lise devant vous. Là, oui. Là, vous devez prendre un... Ben ouais, vous reprenez... Parce que là, il y a une forme de... Mais ça, je l'ai compris plus tard, parce que vous savez... Oui, c'est d'un sordide... Et puis, c'est tellement éloigné du Mathieu que moi, je connais, quoi. Vous voyez, Mathieu, c'est quelqu'un... qui se fait du souci pour ses sœurs. On avait des chats, il était très attentionné pour ses chats. Et c'était tellement... Il n'était pas solitaire? C'est un ado normal ou... Ouais, un ado normal, quoi. Il n'y avait aucun signe? Non, non, aucun signe, non. Alors, je sais pas, il va en boîte, il boit des coups... Oui, il boit des coups, il a des console. copains, il va voir des concerts, il joue à la console, il joue... Il prend de la drogue? Non, il fume quelques joints. Et généralement, on arrive toujours à le gauler. Et puis voilà, et on a toujours vérifié que c'était, voilà, il est à une soirée d'anniversaire, il a 16 ans, il y a un joint, bon... Et puis en même temps, on connaît tous les parents des gens, des gamins qui fréquentent, quoi. Donc... on n'est pas... Non. Et au collège, il a des bonnes notes Ben, vu ses difficultés scolaires, oui, il a des notes qui sont satisfaisantes. Là, Mathieu, à 16 ans, il venait d'obtenir son brevet des collèges, mention assez bien. Nous, c'était... Et lui aussi, il a une petite amie
avec qui... Il avait une copine en plus. Oui, il avait une copine. copine. Il a violé Julie. Oui, il avait une copine. Oui. Qui n'a rien vu, enfin qui non. ne voyait pas de problème, entre guillemets, dans leur couple. Non. C'est fou, ça. Oui, c'est fou. C'est fou. Mais personne n'a rien vu. Si vous préférez, il n'y a jamais un prof qui nous a dit... si, il y a des profs qui nous ont dit ça va pas, ça va pas, voilà. Vous voyez, c'est pas possible d'écrire aussi mal, etc., etc. Vous voyez, mais jamais personne nous a dit est-ce que vous trouvez pas que Mathieu... Non. Quand ils lisent la déposition devant vous, vous le regardez, il vous regarde, il est gêné ou c'est froid? Je crois qu'il est gêné, mais c'est froid, quoi. Et puis ça, je l'ai compris après. Moi, j'avais dit, tu dis tout. Tu dis tout et tu... Voilà, parce que c'est grave. Donc, il a tout dit, puisque je lui avais demandé de le faire et j'avais insisté pour qu'il le fasse, quoi. Vous vous énervez sur lui, là? Ou vous lui dites... Non, là, et puis après, pareil, vous êtes dans un petit bureau, dans une gendarmerie, je sais plus combien il y a de gendarmes autour de vous, et puis je suis pas d'un tempérament, là, quand... Si, il m'arrive de m'énerver, pour certainement pas grand-chose, mais là, non. Il est attaché devant vous? Non, je crois pas. Il vous lise la déposition, et qu'est-ce qui se passe après? Après, on me dit, on vous tient au courant. Et puis, juste après ça, nous, on avait trouvé une avocate, puisqu'il nous l'avait conseillé. Et juste après ça, on est à Nîmes, dans le bureau de Maître Mimran, où voilà, et heureusement, hein, elle nous met un petit peu aussi, voilà, voilà, Mathieu risque, pour viol avec une menace d'une arme, il risque 20 ans d'emprisonnement. Et si ce soir il n'est pas en prison, c'est que vraiment j'aurais fait... Et là, vous voyez, ils sont venus le chercher, je crois que c'était un dimanche, on est le lundi, quoi. Vous voyez, le dimanche matin, on partait en vacances, quoi. Vous voyez ? Et là, on nous dit, Mathieu, si ce soir il n'est pas en prison, ça aussi, ça peut paraître ridicule, mais moi, je savais pas qu'on mettait des gamins en prison, quoi. Enfin, si, je savais, mais pas chez nous, quoi. Vous voyez. Et effectivement, après, on a rendez-vous au palais de justice, où là, on voit Mathieu. Enfin, on n'est pas avec lui, hein, on voit Mathieu parce qu'il reçoit. Enfin, parce qu'il y a une éducatrice de la PJJ qui le reçoit et qui elle le pourrit. Et puis après, pareil, vous savez, ce système judiciaire, vous êtes sans arrêt là en train de poireauter, quoi. Donc vous savez pas, vous comprenez rien, etc. Et Maître Mimran vient nous voir, je sais plus à quelle heure, et elle nous dit ce soir il sera incarcéré à Avignon, au quartier des mineurs. Voilà. Et quand vous parlez avec lui, il vous explique pourquoi il a fait ça? Pendant ces 24 heures-là, on parle pas avec Mathieu, quoi. Soit il est encadré par des gendarmes, soit il est devant une éducatrice. Non, mais vous auriez pu avoir 5 minutes à gendarmerie côte à côte pour qu'ils vous disent, voilà, j'ai pété un plomb. Et non, ça, on n'a pas eu. Ça, on n'a pas eu. Il vous explique pas, vous n'avez pas de... Non. Il explique à la police pourquoi il a fait ça, si c'était une pulsion, si c'était prémédité, si c'était... Je crois que à ce stade-là, non, il explique rien. Il dit que c'est lui. Il dit, je crois qu'il dit qu'il comprend pas. Voilà. Et après, nous, on voit Mathieu. Alors, je vois Mathieu parce que le lendemain, je crois le mardi, je vais à la maison d'arrêt d'Avignon pour lui apporter des vêtements parce qu'il était parti. Et là aussi, quoi. Hein, donc, vous êtes devant une tôle, on vous ouvre, vous donnez un sac et... Sans humilier, là, d'aller en prison voir son fils? Humilié, c'est pas ça, non, moi j'étais terrifié, quoi. Et puis pareil, moi je m'étais jamais approché d'une prison, quoi. Vous voyez, j'avais 40 ans à l'époque et je m'étais jamais approché de la porte d'une prison. Et quand vous voyez ça, et
et que vous vous dites que le fils que vous aimez est là derrière, vous êtes d'une impuissance, voilà, vous filez votre sac, et puis c'est tout, quoi. Vous demandez comment il va, la personne qui prend le sac ne l'a pas vu, quoi. Vous voyez, voilà. Donc là, vous le voyez pas? Et donc, je crois que je le vois 2 ou 3 jours après, le temps d'avoir le permis de visite, etc. Ouais. Qu'est-ce qu'il vous dit? Il me dit qu'il comprend rien. Là, au début, Mathieu, il nous dit « je comprends pas, je me suis fait un film, voilà. » Vous voyez, oui, on insiste, mais comment ça, pourquoi, etc. Et on le sent... il nous pipote pas, quoi. Hein. Je crois qu'il ne comprend rien, lui non plus, quoi. Il se doutait bien qu'il allait être arrêté quand il fait ça? Je sais pas. Que la fille va le dire, heureusement. J'en sais rien. Non, je sais pas. Je sais même pas s'il avait conscience de la suite de ses actes. Il s'excuse auprès de vous? Auprès d'elle? Auprès d'elle, non. Auprès de nous, pas pour le moment, quoi. Après, pareil, on le sent quand même, il est lui aussi... voilà, c'est un gamin qui sort d'un milieu classique et qui se retrouve là, dans une tôle, enfermé 23 heures sur 24. C'est mérité aussi. Ah, mais oui. Ouais, c'est violent pour vous, mais c'est mérité quand c'est ça. Oui. C'est tout le paradoxe, c'est tout ce qui doit vous faire en même temps être entre deux eaux. C'est que c'est votre fils, vous l'aimez, puis en même temps, il a fait quelque chose de grave. Ah oui, mais ça, on n'a jamais remis... C'est ça, non, mais c'est ça qui doit être compliqué dans vos sentiments, entre guillemets. Toujours entre deux eaux, quoi. Votre seul et unique but, après, ça va être de sauver votre fils, là, de le faire sortir, ce que vous dites. Oui. La seule solution pour qu'il puisse éviter une grosse peine de prison, ce que vous explique l'avocat de Mathieu, enfin, avocate, c'est d'une femme ou d'un homme, pardon? Maître Mimran, c'était Isabelle. C'est une femme, hein, c'est ça, comme femme, dans le film. Oui. C'est qu'il prouve qu'il a un projet scolaire et d'éducation construit pour le futur, en gros. Oui, Maître Mimran nous dit ça en nous disant, de toute façon, si Mathieu est incarcéré, voilà, Mathieu sera jugé, ça sera les assises, mais entre aujourd'hui et ce procès, il faut que Mathieu et vous avec lui construisez un projet. Et ce projet, bien évidemment, il inclura une scolarisation, parce que voilà, il inclura un suivi psychologique, psychiatrique, et bien évidemment la libération de Mathieu. Mais ça, Maître Mimran nous le dit de suite, quoi, sera conditionné à des expertises. Voilà, on va le découper en 4 pour voir et comprendre, malgré ses difficultés à expliquer, il faut que l'on comprenne. Vous voyez ? Et donc, nous, notre préoccupation, c'est, voilà, mais quand est-ce qu'il va voir ses experts, etc. Là, vous savez, ça, on n'en sait rien, on verra. La juge d'instruction doit choisir des experts, etc. Et comme Maître Mimran, mais après, en même temps, vous savez, on était, surtout moi, Sophie, elle était... Sophie, de suite, elle a sombré dans un épisode dépressif, mais profond, quoi. Et moi, à l'inverse, en même temps, j'étais... mais ça, je l'ai compris après. Hein, j'étais un peu contraint aussi par nos filles, quoi. Nos filles étaient là, vous voyez, et le passé de Sophie, etc. Moi, je m'interdisais de craquer, de sombrer, parce que je me disais, voilà, si toi aussi tu craques, c'est la ZEU pour nos 2 filles, quoi. Et vous posez des questions, les 2 filles? Oui, elle nous pose des questions. Et très rapidement, surtout à Margot, qui avait 12 ans, on lui explique. Donc, on attend les rapports, et moi aussi, parce que je suis aussi dans un... Voilà, c'est vrai que je m'active. Voilà, Maître Mimran nous a dit de construire un projet. Eh bien, voilà, il faut que Mathieu soit scolarisé à sa sortie. Il faut qu'il soit pas scolarisé dans le Gard, puisque voilà. Donc je cherche. Loin de chez vous? Loin de chez moi, loin de chez nous.
je cherche un lycée qui serait OK pour scolariser Mathieu. Voilà, je m'active en me disant... Et entre-temps, aussi, dans ce laps de temps-là, on est rencontré par un psychologue, une éducatrice, une assistante sociale de la PJJ. Et qui nous disent à peu près la même chose que Maître Mimran, en nous disant, oui, si Mathieu est libéré, il sera libéré à la condition... Vous leur dites quoi au lycée? Au lycée... Quand vous cherchez un lycée pour lui? Alors, j'avais essayé de construire une forme de stratégie. Je me disais, si j'appelle, on va me raccrocher au nez. Donc, j'envoyais un courrier expliquant que Mathieu était incarcéré. Donc, je me dis que si je dis dans le courrier que Mathieu est incarcéré pour viol, on ne me répondra jamais. Donc, j'évoque des faits graves dans le courrier. Certains lycées me répondent en disant que c'est pas possible. D'autres, je crois qu'il y en a 4, où on m'a dit, mais oui, on veut bien vous rencontrer. Donc j'ai rencontré un proviseur à Aix-en-Provence, j'ai rencontré un proviseur en Lozère, 2 proviseurs en Lozère, et j'ai rencontré le proviseur du lycée Sévenol. Vous lui expliquez en face de lui? Oui, je lui explique, et chaque fois je l'ai expliqué. Chaque fois j'ai expliqué que Mathieu avait été incarcéré pour... Alors ça aussi, on me l'a reproché. Alors c'est vrai que j'évoquais, moi, une agression sexuelle. Après, au procès de Mathieu, on m'a dit ça n'a rien à voir avec un viol. Mais pour moi, je faisais pas la différence entre une agression sexuelle et un viol. Donc j'ai évoqué une agression sexuelle. Et en même temps, j'allais vous dire, vous savez, vous avez affaire à des proviseurs. Sincèrement, ils se doutent bien que si un gamin de 16 ans est incarcéré, c'est pour des faits très graves. Très graves. Et la preuve, à Aix, je me souviens même de son visage. Il m'a dit, non mais, pas de loup dans ma bergerie. Voilà. En Lozère, ils ont été plus conciliants, plus sympas avec moi, parce qu'ils devaient voir aussi un peu mon état... Et ils m'ont répondu gentiment que c'était pas possible par manque de place, etc. Et puis j'ai rencontré M. Bowens au Sévenol qui m'a dit que c'était tout à fait possible. Donc il l'accepte, vous avez un dossier, ouais. Vous faites des études psychologiques à côté pour pouvoir essayer de le faire sortir. C'est pas moi, hein, c'est la juge qui fait je dis vous, c'est l'ensemble. Hein. Oui. Et le rapport psychologique, il est clair. Nous considérons que cette personne n'est pas dangereuse, il n'y a pas de trouble à dimension perverse. Pardon, nous excluons la psychopathie. Donc, donne un truc plutôt propre là sur le papier. Vous dites oui. Bon bah il a pas il n'est pas psychopathe machin et donc qui est pas incompatible avec une libération. Vous déposez le dossier, vous y allez, vous mettez tout ce que vous pouvez pour essayer de le faire sortir. Ça fonctionne tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? Ah non, attendez, mais quand votre fils est en prison, vous ne faites rien quoi. C'est-à-dire c'est pas moi qui dépose le dossier. C'est pas les parents qui s'adressent aux experts psychiatres, c'est la juge d'instruction qui mandate un expert psychiatre. Cet expert psychiatre rencontre Mathieu. Elle mandate une expert psychologue qui rencontre Mathieu. Ils remettent leur rapport à la juge. La juge informe l'avocate de Mathieu de ces rapports qui nous informe. Oui, il y a tout un procédé. Oui, il y a tout un procédé, mais je ne veux pas que l'on croie que moi, je vais voir l'expert. Non, voilà. Nous, notre lien entre le système judiciaire et c'est notre avocate, quoi. Qu'est-ce qui se passe après quand vous faites tout ça? Mais écoutez, quand nous, on reçoit, et après, je crois qu'il n'avait pas trop le droit de le faire, l'expert psychiatre, le docteur Aiguevive, m'a appelé. Il m'a appelé dans la démarche de me rassurer, quoi. Vous voyez, ne vous inquiétez pas, votre fils n'est pas barjot. Hein, et il me donne même, mais ce qu'il fait dans son rapport, il me donne des explications sur la toxicomanie, sur un excès de jeux violents. Ah, il vous dit que c'est ça les causes? Oui. Possible. Mais il me le dit à moi, mais il écrit, quoi. Dans le rapport. Dans le rapport. Que ce qui peut pousser un enfant qui n'a pas l'air dangereux prime abord, comment il en arrive à violer quelqu'un? Ouais.
Et la psychologue aussi, hein, la psychologue va aussi dans ce sens-là. Donc, si vous préférez, nous, les parents de Mathieu, on est rassurés en se disant, tiens, notre fils, il n'est pas, comme je vous disais, il n'est pas barjot. Et on est rassurés en se disant, ben, la juge d'instruction face à ça, et avec le projet qu'on a construit pour Mathieu, vraisemblablement, elle va libérer Mathieu, quoi. C'est ce qu'elle décide de faire. Ouais. Il fait combien de temps de prison? Là, il a 16 ans. Il fait 4 mois. Il fait 4 mois. Ouais. 4 mois, il sort. Il sort sous contrôle judiciaire aussi, hein. Il sort pas... Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Mathieu ne peut pas séjourner chez nous. Ça veut dire que Mathieu ne peut pas aller dans le Gard. Ça veut dire que Mathieu doit rencontrer une éducatrice de la PJJ quand elle le sollicite. Ça veut dire que Mathieu a l'obligation d'être scolarisé au Cévenol et pas ailleurs. Et que Mathieu a l'obligation de mettre en place urgemment un accompagnement psychiatrique ou psychologique. Et bien évidemment, et Maître Mimorand, et la juge d'instruction, et la PJJ lui dit, au premier encart du contrôle judiciaire, c'est retour au pontet, quoi. C'est... Ouais, la moindre connerie, tu dégages. Oui. Tu retournes en prison. Oui, ben oui, comme oui. Comme du sursis. Oui, parce que vous savez, pendant que Mathieu était incarcéré aussi à Avignon, on a rencontré les éducateurs qui étaient avec lui dans le centre de détention. Et il y a un éducateur qui, très rapidement, hein, mais ça faisait pas un mois que Mathieu était incarcéré, quoi, qui nous a dit mais rien à faire là, votre fils, quoi. Là, il est en train de se carcéraliser. Vous voyez, c'est le verbe qu'il a employé. Il est en train de se carcéraliser, qu'il n'a rien à faire ici, que de toute façon, on ne pourrait pas lui proposer de scolarité dans les murs, parce que, si ce n'est le CNED, quoi, et qu'il fallait qu'on se bouge pour le faire sortir de là, quoi. Donc, vous voyez, il y avait aussi ce signal-là, quoi, le signal de la PJJ, qui côtoyait Mathieu, j'allais vous dire 24 sur 24 au sein de la prison, qui nous disent Mathieu, oui, Mathieu n'a rien à faire ici. Et en même temps, quand vous voyez qu'il a fait ça, 4 mois, c'est pas beaucoup. Ça serait votre fille qui aurait été à la place de la victime. 4 mois pour un violeur, c'est pas beaucoup. Oui, Mathieu attendait son jugement, hein. Vous savez, oui, c'est ça, c'est ça. Non, mais sortir au bout de 4 mois, c'est peu. J'en sais rien, moi, ça. C'est à la juge d'instruction qu'il faut poser ces questions-là. C'est pas moi qui ai libéré Mathieu. Et ça aussi, il faut qu'on arrive à le faire passer, quoi. C'est pas les parents, c'est pas la famille qui libère, quoi. C'est un juge d'instruction. Oui, mais c'est pas pour ça que c'est bien. Ah bah oui, mais si vous préférez... Non, c'est ça le problème. C'est que parfois la justice est trop gentille. Mais ça, moi, je peux pas... Mais après, c'est tout le paradoxe de votre venue, de votre livre, c'est qu'il y a l'amour pour un fils, tout faire pour, et puis en même temps le faire libérer pour qu'il fasse... C'est ça qui est très compliqué, mais on peut pas on l'a pas fait libérer. On a œuvré pour sa libération. Mais c'est ce que ferait tout parent, c'est ce que ferait, je pense, tout parent. Je sais pas, c'est ce que nous, on a fait. Il n'y a pas de jugement de valeur. Hein. Non. C'est histoire de se mettre dans les... Toujours, j'essaye d'être juste. Ouais. C'est ce qu'on ne voit plus. En fait, dans les médias. On entend des clashs, des jugements, chacun a son opinion, personne n'écoute les autres. J'essaie toujours d'écouter les deux, enfin d'essayer de comprendre des deux côtés. Et en se mettant effectivement de l'autre côté, on se dit que 4 mois, tu subis un viol, 4 mois après, il sort, là, tu te dis, bon, c'est quand même peu. Même si c'est votre fils. Ouais, vous avez des filles, vous imaginez, j'imagine que 4 mois, c'est pas grand-chose. Pour nous, ça a été une éternité. Et pour les parents, oui, mais pour les parents de la fille... oui, mais si vous préférez... C'est ça. Non, mais c'est pour ça que... non, mais c'est là où est tout le... Je sais pas. Vous voyez, je suis pas le parent d'une victime. Et... alors, certainement, hein, j'imagine avec facilité qu'effectivement, ça peut paraître peu, mais moi, et c'est déjà suffisamment... compliqué comme ça, vous voyez... Non, vous n'êtes pas parent d'une victime, mais du coup, il y a un côté déraisonnable, comme vous êtes d'un côté, et pas de la victime, c'est déraisonné dans le sens... Mais vous savez, la juge d'instruction, elle a été largement entendue là-dessus, quoi, et effectivement,
à la fin des fins, l'État a été condamné pour... L'État, pas les parents de Mathieu, hein. Nous, on a été condamnés à rien. Hein. Parce qu'on a jugé qu'effectivement, on n'était pas responsable de... Donc, mais il y a plein d'affaires, comme ça, malheureusement. C'est pas parce qu'il libère que c'est pas dangereux, ou que c'est pas trop tôt. Il y a eu l'affaire avec Mathis, le jeune Mathis, 15 ans, tué par quelqu'un qui habitait à côté de chez lui. Pareil, qui a été libéré juste avant, parce que la juge d'instruction pensait que tout allait bien. Et, si vous préférez, moi je suis ni rien ni personne pour pouvoir statuer de la qualité du travail d'un juge d'instruction, d'un expert psychiatre. Vous savez, le docteur Aiguevive, c'est une sommité, quoi. C'est pas, excusez-moi l'expression, c'est pas un pimpin. La juge d'instruction, elle l'a sélectionné, quoi, parce qu'elle l'a sélectionné pour ses qualités en tant que pédopsychiatre, en tant qu'expert, etc. Donc, effectivement... Mais là, on parle parce que c'est facile. Maintenant, on a toutes les infos avec le recul, là. Parce qu'on a vu qu'il avait fait une connerie, donc on va dire que c'est inacceptable de l'avoir fait sortir trop tôt. Mais en réalité, à l'époque, vous ne le saviez pas qu'il allait réitérer. Non. Mais juste, même on se met à la place des victimes, c'est le but là. C'est vrai que c'est tôt quand même. Mais après, je comprends quand vous dites on ne pouvait pas savoir ce qui arrivait, on pensait qu'il était récupérable, entre guillemets. Mais parce que tout le monde nous disait qu'il était récupérable. En plus. Si vous préférez, s'il y avait une personne, un expert, qui que ce soit, qui nous aurait dit attention, bien évidemment, avec Sophie, on aurait été les premiers à réclamer qu'il reste enfermé. Mais la PJJ nous a ouvert un grand feu vert, les experts nous ont mis un grand feu vert, la juge d'instruction nous met un grand feu vert. Si vous préférez, au bout d'un moment, on se dit... Et puis, on est aussi... effectivement, on se place toujours d'aujourd'hui, mais nous, on est là... c'est pour ça que c'est peut-être que ça se passe comme ça, quoi. Vous voyez, on n'est pas là en se disant c'est peu, c'est pas beaucoup. Bien sûr, non, mais là, on parle avec du recul, maintenant. Ouais. C'est pour ça que je vous dis... Avec du recul, effectivement, Mathieu aurait dû rester en prison. Il est comment quand il sort, après ce viol de cette jeune fille, ça, il est comment? Il sort, il reprend une vie, il a une copine, il est célibataire, il a des amis? Il est comment? Sa vie change, hein, puisqu'il est interne à 4h30 de chez nous, dans un lycée. Il est aussi, malgré tout, angoissé parce que nous, on est là pour lui dire, tu sais, on attend le procès. Voilà, il y aura un procès. Et il ne faut pas se leurrer, tu retourneras en prison. Parce que, voilà, peut-être pas pour 20 ans, mais tu retourneras en prison, ça c'est sûr. Et donc, il est là, oui, avec ce changement de vie, et il est, il est perturbé, puisque... Là, il y a des signaux comme quoi il pouvait recommencer? Non. Alors là, pareil, avec tout... Voilà. Quand vous connaissez la fin de l'histoire, tout devient un signal, quoi. Mais quand vous êtes en train de vivre les choses... il recommence sa vie d'ado classique. Au lycée Sévenol, il a des copains, il a une nouvelle copine qu'on rencontre, qui est adorable, etc. Elle sait qu'il a violé une fille avant? Je pense pas. Elle sait que Mathieu a été incarcéré, mais Mathieu ne lui a pas dit, et nous non plus. Il disait pas sa vie à ses amis non plus, etc. Non. Il dit à ses amis qu'il a été incarcéré, et je crois qu'il les pipote en leur racontant je ne sais trop quoi. Mais non, il évoque pas les faits. Et il est... Et puis après, en même temps, voilà, un week-end sur deux, il rentre. Alors, il rentre pas à la maison parce qu'il n'a pas le droit, donc on loue des gîtes, vous voyez. C'est une année compliquée. Compliquée, ouais. C'est combien de temps après la deuxième affaire? 17 novembre 2011, c'est combien de temps? C'est 14-15 mois. 14-15 mois. Donc ça, c'est le 17 novembre 2011. La gendarmerie vous appelle pour vous dire que Mathieu est en garde à vue depuis 12 heures. Vous n'aviez pas de nouvelles de lui? Il était où à ce moment-là? En fait, c'était...
Si, on avait des nouvelles. Enfin, Mathieu, il nous appelait, j'ai envie de vous dire tous les jours, peut-être pas, mais il nous appelait souvent, quoi. On prenait des nouvelles, voilà. Je suis sûr de l'avoir eu la veille, ça c'est sûr. Ce jour-là, je ne sais pas si je l'avais eu, mais Mathieu, non, quand je l'avais eu la veille... Il était censé être au lycée, je veux dire, ou oui, il était au lycée. Il n'était pas avec vous? Non, il était au lycée. En garde à vue depuis 12 heures, donc depuis une demi-journée. Ils vous disent pourquoi, les gendarmes, quand ils vous appellent pour vous prévenir? Ils nous disent que c'est pour une affaire d'une disparition d'une jeune fille. C'est tout ce qu'ils me disent. Et puis après, de suite, les médias interviennent et j'en sais plus par la radio. Ah, c'est vrai? Oui, de suite, on évoquait la disparition d'Agnès au lycée Sévenol, etc. Donc c'est tout. Je crois que j'ai Mélina, sa petite amie, et qui me dit oui, je connais très bien Agnès. Alors Mélina, l'année d'avant, était au lycée Sévenol et cette année-là, elle n'était plus au Sévenol. Elle me dit oui, les seules nouvelles que j'ai, c'est que Agnès ne donne plus signe de vie, c'est tout, quoi, voilà. Donc il avait une copine en plus à ce moment-là. Il avait un couple normal, quoi. Ouais, à 17 ans, on ne va pas parler de couple, mais oui, il avait une relation épanouie avec... il semblait... il n'était pas solitaire, seul. Non. Et puis quand je l'accompagnais au Sévenol, j'avais l'occasion de rencontrer ses copains, ses copines, voilà, d'internat de lycée, quoi. Là, on vous dit qu'il est en garde à vue. Vous n'avez pas vraiment d'informations à part sur la disparition. Vous êtes au téléphone, qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai dit aux gendarmes que j'avais au téléphone, ne me dites pas ça, ne me dites pas ça. Et, vous comprenez tout de suite ou pas? Mais oui, je comprends. Je comprends qu'il s'est passé quelque chose. Mais après, pareil, et vous savez, là aussi, je me dis, il s'est passé quelque chose, mais et pourquoi Mathieu serait, après tout, là, on parle d'une disparition, je sais pas, moi, une jeune fille peut fuguer, tu vois, j'ai pas... Voilà, et je me dis, je suis là aussi, et puis rentrant à la maison, j'essaye aussi en disant, mais attendez, on va pas... Ça se trouve, c'est rien, quoi. On va pas s'affoler. Effectivement, Mathieu est en garde à vue parce que, oui, je suppose, moi, qu'un gendarme, connaissant les proches de Mathieu, veut entendre Mathieu, quoi. Vous voyez, Même si 12 heures de garde à vue, ça commence à être très long, et donc c'est qu'il y a quelque chose souvent. Ouais. Et comment vous apprenez qu'il a tué cette fille? Mais je l'apprends le lendemain, où en fait, les gendarmes me rappellent dans la soirée en me disant « on veut vous auditionner ». Donc je monte là-haut en Haute-Loire. Donc je suis entendu dans une gendarmerie, à Tence, dans une gendarmerie. Alors ce qui m'étonne... c'est quand j'arrive à la gendarmerie, il y a des caméras, il y a des journalistes, etc. Bon, bien évidemment, personne ne me connaît, moi. Donc voilà, mais je me dis, mais que font ces gens-là ici, quoi, vous voyez? Et puis je suis entendu par... alors c'est super long, ça dure au moins 2 heures, où on me bombarde de questions, on me montre des photos, des machins, etc. Vous voyez, est-ce que... Oui. Est-ce que vous connaissez cette fille? Est-ce que vous connaissez cette fille? Est-ce que machin? On me sort la lettre que j'avais écrit au Sévenol. Qu'est-ce que vous avez dit au Sévenol? Qu'est-ce que vous avez dit au proviseur du Sévenol, etc. Et puis, alors je ne sais pas si c'est une technique policière, on me change de bureau, je ne sais pas pourquoi, l'ordinateur ne marche plus, hop, on rechange de bureau. Vous voyez, c'est un truc bizarre, quoi, vous voyez, mais bon, on me pose... mais on me dit rien sur Mathieu, quoi. On me dit simplement que, pour des raisons de sécurité, il n'est pas ici. Il est à Yssingeaux. Donc là, pareil. Et la veille, pareil, on nous avait signalé qu'il était auprès d'une avocate, Maître Diez, qui sera la seconde avocate de Mathieu, et que je rencontrerai Maître Diez, voilà. Donc je suis auditionné, et là on me dit ne rentrez pas, quoi. Voilà, peut-être qu'on va avoir encore besoin de vous. Bon, mais je me dis, je vais rester là, je vais poireauter, quoi.
Et puis après, j'ai Maître Diaz qui me donne des éléments, etc. Et elle me dit, venez à Yssingeaux et on va se voir. Donc je suis... Vous ne savez toujours pas pourquoi? Non. Vous comprenez que ça sent mauvais à ce moment-là? Je comprends que, oui, plus les heures passent. Et puis après, voilà, je suis branché sur France Info et où on parle de ça, quoi, de cette disparition, etc., etc., etc. Alors moi, bêtement, je me mets sur le parking de la gendarmerie et j'attends. Alors j'attends Maître Diaz, mais je sais pas ce que j'attends, quoi. Et puis c'est vrai qu'à la gendarmerie, eh ben, je vois les allées-venues, je vois une espèce de convoi qui part avec des 4x4 et tout, mais là, moi, je comprends rien. Et je sais plus à quelle heure, mais très très tard. C'est Maître Diaz qui vient me chercher sur le parking et qui me dit, Monsieur Moulinas, venez, quoi. Et donc là, je rentre dans un tout petit bureau et je suis face à une gendarme, mais qui est... c'est la chef de l'enquête, quoi. Je sais pas comment on dit, chef de l'enquête. Et qui, elle, ne prend aucune précaution, quoi. Voilà, elle me dit, bon, ben, ça y est, votre fils a avoué. Donc, il a violé Agnès. Pour la faire taire, il a assassiné. Et pour pas que ça se sache, il a brûlé son corps. Voilà. Et puis c'est tout. Ben, après, peut-être que c'était pas... Vous êtes tout seul dans le bureau, là? Non, je suis avec Maître Diaz. Oui, enfin, de la famille. Ah oui, là, je suis tout seul. Oui. Sans votre femme? Non, ma femme est avec sa cousine qui est venue pour l'aider. Je crois que les filles sont parties chez leur grand-mère. Quand il vous dit ça, qu'est-ce que... Ben là, pareil, moi, je suis... Mais là, oui, je suis dans une espèce de... Je suis dans un autre monde, là, vous voyez. Alors, je suis dans un autre monde et malgré tout, j'ai une certitude en me disant, il est fou, quoi. C'est pas possible, quoi. Oui, il est fou. Non, il est malade, quoi. C'est pas... Oui, il assassine, je crois, Agnès. Il assassine Agnès un mercredi. Le week-end, il était à la maison. Il jouait au Diabolo avec sa sœur, quoi. Oh là là. Vous voyez, il jouait au Diabolo. Enfin, il était... Voilà, en partant... il avait rendez-vous pour commencer les leçons de conduite. Il était super heureux, nous semblait-il, parce qu'il avait trouvé là-haut, au Chambon, un prof de guitare. Vous voyez, on passe un week-end en famille. On fêtait l'anniversaire de sa petite sœur. Vous voyez, vous n'avez rien vu? Non. Il n'y avait pas de comportement différent? Rien. C'est fou. Rien. Et après, l'enquête aura montré que le week-end, il avait déjà ça en tête, lui. Vous voyez, le week-end, le week-end où il était à la maison, là, en train de faire du Diabolo et préparer un gâteau pour l'anniversaire de sa sœur, lui, dans sa tronche, il avait l'assassinat d'Agnès, quoi. Et ça peut paraître faux, mais si vous préférez, il nous montrait à nous. Et puis là, pour l'anniversaire de sa sœur, il y a eu ses grands-parents, il y avait du monde, quoi. Il montrait à tout le monde le visage d'un ado normal, quoi. Et puis c'est vrai que la première année au Cévenol avait été compliquée, là. Mathieu, là, il avait des bonnes notes, voilà, il était sur une... ça se passait très bien avec Mélina. Il avait eu des problèmes au Cévenol où on lui reprochait cette tenue vestimentaire, etc. Bref, donc voilà, il se tenait à carreau, il était joyeux, tout allait bien, quoi. Tout allait bien. Et moi, quand on me dit ça, vous voyez, j'ai qu'une obsession, et puis je crois que je me mets un peu en colère. Je dis, je veux voir mon fils, quoi. Je sortirai pas d'ici tant que je l'aurai pas vu, quoi. Alors là, la chef de l'enquête me dit, c'est pas possible et tout. J'ai dit, écoutez, je m'en fous. Moi, je veux voir mon fils. Et vous le... Et vous voyez, c'était une forme de... Oui, c'était obsessionnel. Je ne pouvais pas sortir de là sans l'avoir vu. Pour essayer de voir son regard, comprendre? Ouais, pour voir. Ouais. Et vous le laissez le voir? Ouais, alors je Dans crois le que... film, on voit Parents à perpétuité, qui est sur France 2, je vous mets le lien si vous voulez voir l'histoire en vidéo. Le personnage essaye d'accéder à son fils, il y arrive, mais très succinctement, quoi. Oui, donc j'ai vu Maître Diaz a négocié, etc. Et on m'a dit, OK,
Donc je vois Mathieu, pareil, dans une petite pièce. Là, il est menotté. Je crois qu'il a même des menottes aux pieds. Là, voilà. Donc il est entouré de... Ça a duré 30 secondes. Hein, Ah oui, c'était... Ouais. Et qu'est-ce que... Et là, Mathieu, il me dit, mais qu'est-ce que tu fous là, quoi, casse-toi, j'ai tout gâché. Voilà, il me dit ça, j'ai tout gâché, j'ai tout gâché, j'ai tout gâché. Et il me dit, rentre, maman, elle est... Excusez-moi. Pas de problème, pas de problème. Il me dit, voilà, maman et les filles, elles ont besoin de toi. Moi, non. Il vous dit ça Ouais. froidement, entre guillemets. Ouais, et puis il est... moi qui le connais, voilà, il est... il est éjecté, quoi, vous voyez. Enfin, j'ai pas les mots, moi. Hein. Vous voyez, je suis face à un démon, là, vous voyez. Mais un démon qui a quand même cette conscience-là de me dire, qu'il avait... Alors voilà, qu'est-ce qu'il a gâché? Qu'est-ce qu'il a gâché? Voilà, j'ai tout gâché, et... Vous dites quoi, vous? Moi, je lui dis, non, 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 non. Demain, je suis là. Et je crois que je lui dis, non, non, mais moi, je serai toujours là. C'est pour ça que vous avez appelé votre livre Parents perpétuité? Ouais. Parce que quoi qu'il arrive... Ouais, quoi qu'il arrive, c'est mon fils. Et souvent, je le dis, hein, vous savez, pour nous, pour ses parents, ça aurait été quand même beaucoup plus confortable d'avoir le courage et la force de le laisser tomber, quoi. Ça aurait été plus simple? Ouais, je crois. Plus simple, oui, 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 plus simple, plus... Mais on est fait comme ça, c'est impossible pour nous. C'est pas... Et puis, pareil, là, je me dis qu'il a d'autant plus besoin de moi que je suis persuadé que tout le monde s'est trompé, quoi. Ah, vous pensez toujours que... Ah non. Non, que tout le monde s'est trompé et qu'il est fou, parce qu'un être normalement constitué à 17 ans ne viole pas, n'assassine pas et ne brûle pas le corps d'une jeune fille de 14 ans. Il faut vous imaginer qui est capable de ça, quoi. Qu'est-ce que vous dit votre femme à ce moment-là? Vous l'appelez? Ouais, ben en même temps... Comment elle après, l'apprend, elle? ben, je crois qu'elle l'apprend d'abord par les médias avant de l'apprendre de ma bouche. Ouais, moi j'appelle et je me dis qu'il faut que je rentre parce que y a Sophie, parce qu'il y a Zélie, parce qu'il y a Margot, et que là elles aussi, elles ont besoin de moi. Ses sœurs, elles ont quel âge à ce moment-là? Donc du coup, un an de plus, quoi. 13, 6. 13 et 6, ouais. Sa sœur qui a 13 ans, elle comprend, elle le voit à la télé, j'imagine. Ouais. Comment elle le vit, elle? Ben, je crois qu'elle est effondrée. Et en même temps, elle aussi, malgré ses 13 ans, elle comprend qu'il y a quelque chose qui va pas entre le frère qu'elle côtoie et la personne qui commet ces actes, quoi. Vous voyez, on est tous là en disant, mais c'est pas possible, quoi. C'est pas... Vous pensez à Agnès Marin, là, sa famille? Mais vous savez, Agnès Marin et toute sa famille, on y pense depuis le 17 novembre 2011. C'est une obsession, ça aussi, vous voyez. Et, vous les avez appelés? Non, mais parce que c'était... Déjà, tout le monde vous déconseille de faire quoi que ce soit auprès des victimes et auprès de leurs proches, parce que... Et puis, je crois que j'aurais jamais eu la force d'affronter Monsieur et Madame Marin. Tout comme j'ai jamais eu la force d'affronter les parents et Julie non plus, quoi. Vous voyez, ça aussi, c'est insupportable, quoi. C'est d'autant plus insupportable que, comme on disait en début de notre conversation, voilà, on se sent coupable aussi, quoi, en se disant, mais comment on a fait pour ne rien voir, comment on a fait pour croire à tout ça, comment on a fait... Et vous savez, souvent j'y pense, et je crois pas que vous l'aviez encore posé, cette question, et si, vous savez? Et si, voilà, et si Mathieu, et si vous, et etc., etc. Ces questions auxquelles on n'a pas de réponse, quoi.
n'a pas de réponse. Et ça aussi, ça nous ronge par rapport à notre culpabilité, oui. De se dire, tiens, si on n'avait pas fait sortir, ça veut dire. Et oui. Et oui. Et si on était moins cons, quoi, effectivement. Est-ce que vous en voulez, là? Ben oui, si on se sent coupable, c'est qu'on s'en veut aussi, quoi. Et puis après, il faut aussi imaginer les enjeux du truc, quoi. Vous voyez, c'est une gamine de 14 ans qui a perdu la vie, quoi. Évidemment. Et des parents qui n'ont plus leur enfant. Et c'est des parents qui n'ont plus leur enfant, qui ont assisté. Vous l'avez encore en prison. Oui. Et là, ils n'ont plus du tout leur fille. Oui. Donc cette peine, elle est... Mais elle n'est pas... oui, là aussi, Pour ça, pensez à la famille d'Agnès Marin, évidemment. Et vous vous retrouvez assommé. Qu'est-ce que vous faites? Vous travaillez? Vous arrêtez d'aller bosser? Alors, comment ça se passe? Ça tombe... Mais là aussi, donc Sophie était incapable d'aller bosser, donc je crois qu'elle a été arrêtée longtemps, quand même plus d'une année. Après, elle a repris à mi-temps thérapeutique. Après, elle a été déclarée invalide, mais tout en bossant, etc. Moi, j'ai été arrêté 15 jours, et puis après, j'avais besoin de sortir, vous voyez, et le contact avec les étudiants, voilà, ça, c'était ma thérapie à moi, quoi. Donc j'ai rapidement... repris le boulot? J'ai rapidement repris le boulot. Mais c'était un effort de ma part, hein. C'était alors un effort inconscient certainement, voilà, mais j'ai voulu que les sœurs de Mathieu soient le moins impactées par tout ça. Donc c'est vrai que j'ai repris aussi ma vie de parent d'élèves, j'ai repris... voilà, accompagner les filles à la danse, organiser les anniversaires, etc. Parce que je me disais que ces deux gamines méritaient d'avoir une vie avec un semblant de normalité, un petit peu comme tout le monde, quoi. Ça les a déréglées, elles aussi? Ah ben oui, vous imaginez, oui. Oui, ça les a déréglées. Alors elles ont réagi chacune de façon différente. Mais oui, je crois qu'à tout jamais, ça les a déréglés au moment des faits. Et puis après, ça les a malgré tout façonnés. Et puis aujourd'hui encore, vous voyez, Margot, qui aujourd'hui va avoir 26 ans, elle se comporte avec son frère comme l'aîné. Et puis elle a une forme d'attention, vous savez, où voilà, Mathieu, il faut bien que tu prennes ton traitement, hein, Mathieu, tu fais pas le con, hein, vous voyez, elle a perdu ce rôle de petite sœur qu'elle avait avec, et elle a inversé, elle s'adresse à lui comme elle s'adresserait à une personne en situation de handicap, quoi, vous voyez. Elle lui en veut? Je crois pas, tous les quatre, Sophie, Margot, Zélie et moi, non, on n'arrive pas à lui en vouloir. On n'arrive pas à lui en vouloir parce que les gestes monstrueux qu'il a commis sont les gestes d'un fou, quoi. Et comment voulez-vous en vouloir à un malade? Pas pour ce qu'il a fait. Ouais. Non, on lui en veut pas. Mathieu est sorti de prison, il n'a pas été jugé donc, pour le premier crime. En gros, il n'a pas eu le temps d'être jugé. Puisque 1 an après, il va tuer cette jeune fille-là et la violer, etc. La justice, après, a été condamnée à payer des dommages d'intérêt, je crois, à la famille d'Agnès Marin, même si c'est 185 000 €, mais même tout l'or du monde. Ouais. On est d'accord, ça ne remplacera jamais leur fille. Il y a eu des gens qui ont été jugés coupables aussi, des psychologues qui ont examiné. Qu'est-ce qu'il y a eu? Non, Mathieu a été condamné à la perpétuité. Tous les gens qui ont aidé à sa libération. Non, après, je crois que... mais là, nous, on était extérieurs à ça. Et je crois que la condamnation de l'État vaut pour condamnation du système judiciaire qui a failli, de la PJJ qui a failli, etc. Non, mais après, il n'y a pas eu de personnes physiques condamnées. Non. Dans votre livre « Parents à perpétuité », vous avez écrit ce livre-là en 2016, il est sorti. Sophie et Dominique Molinas, voilà, chez Flammarion. C'est
sujet très, très compliqué. Vous dites, à l'intérieur, vous racontez, on peut lire les mots de Mathieu, en fait, qui raconte l'histoire. Il dit « Ce qui m'intéresse, c'est de tout foutre en l'air. Je suis chaotique, je n'aime pas l'ordre établi. Je suis quelqu'un de méchant et de sournois quand je le fais avec des victimes, donc en l'occurrence les viols. C'est juste pour les toucher, les atteindre. C'était plus pour leur faire du mal que pour le sexe que j'ai envie et de tout annihiler. C'est de les annihiler, donc de les détruire, de les supprimer. Je pense au mal. » Ça vous a choqué quand vous avez lu ça aussi? Ouais. Parce que vous ne le voyez pas comme ça en tant que père, j'imagine? Non. Avant, en tout cas? Mais avant, non. Alors ça, il le dit à un expert psychiatre. Hein. Il le dit pas à nous. Hein. Bien sûr. Mais vous le lisez quand même? Oui. Mais chaque fois qu'on lisait des expertises, je crois qu'il y en a eu beaucoup. Et chaque fois, nous, elle nous confortait dans notre sentiment en disant « Vous voyez bien, quoi. Vous voyez bien, là. » Un gamin de 17 ans qui vous dit ça, si ça, c'est pas la preuve qu'il est atteint d'une pathologie, je ne suis pas psychiatre, je ne sais pas laquelle, moi, mais qu'il est atteint d'une pathologie et que c'est cette pathologie qui l'a amené à faire ces actes-là, quoi. Voilà. Il a quoi, finalement, comme pathologie après? Est-ce qu'il a été repassé Alors, Mathieu, une fois qu'il a été condamné, a été diagnostiqué par... vous savez, il a été longtemps incarcéré dans un SMPR, c'est-à-dire c'est une unité médicale au sein de la prison. Donc là, il était suivi par un psychiatre qui nous a dit, puisqu'on était en relation avec lui, qui nous a dit que Mathieu était schizophrène. Et ce psychiatre a été convoqué devant la cour d'appel et il a répété devant la cour d'appel Mathieu est schizophrène. Alors je crois même qu'il a employé une forme de schizophrénie. Parce que Mathieu n'entend pas de voix. Mais Mathieu a cette capacité. Alors, au moment des procès, ils l'ont très bien expliqué, vous voyez, à se dédoubler. Okay. Vous voyez, Mathieu, à nous, quand il arrive à évoquer les faits, parce que c'est difficile pour lui, c'est difficile pour nous, une fois, il nous disait, voilà, c'est comme si j'étais au-dessus de la scène. Vous voyez, je me vois en train de commettre mes crimes. Je sais que c'est moi, mais comme si j'étais spectateur de... À la troisième personne. Ouais. Mais tout en sachant que c'est lui qui est en train de le faire. Et bon, là, pareil. Il a commis ce crime, il vous l'a dit, vous? Qu'est-ce qu'il vous a dit? Il nous dit, non, lui, il est incapable de nous... Il dit que c'est obsessionnel? Ouais. Hein? Mais ça, il le dit à des psychiatres, il le dit à des experts. Ouais, cette forme d'obsession, vous savez, là, nous, Mathieu, il l'évoque peu. Et toutes les fois qu'il les évoque, c'est nous qui venons le chercher là-dessus, quoi. Et après, au bout d'un moment, on a arrêté parce que je crois qu'il est incapable d'expliquer ça à ses parents. Vous êtes allé le voir en prison, vous y allez régulièrement. Vous avez eu des discussions quand même avec lui sur tout ça, ou vous parlez un peu d'autre chose? Écoutez, aujourd'hui, ça va faire 14 ans qu'il est en prison. Aujourd'hui, on parle d'autre chose. Mais oui, on a essayé, on l'a questionné, etc. Mais soit il n'y arrive pas, soit... Ça, c'est moi qui me le dis. Soit il veut nous préserver, en se disant... Et puis des fois, et souvent, quoi, voilà, Mathieu nous le réclame en disant, écoutez, vous n'êtes pas mes thérapeutes, quoi, voilà. Y a des gens ici qui sont là pour... voilà, vous êtes mes parents. Et essayez d'être que mes parents. Et il a 1000 fois raison, on n'est que ses parents. Et après, et de notre côté aussi, il y a une forme d'incompréhension, quoi. En fait, j'allais vous dire, au bout d'un moment, voyez, moi, j'ai jamais eu cette faculté à me voir en train de faire quoi que ce soit, quoi. Voilà. Et après, effectivement, la maladie mentale, moi, c'est quelque chose aussi qui m'échappe. Il y a un expert, docteur Daniel Zaguri, qui a expertisé Mathieu et qui est venu témoigner aux 2 procès. Et il expliquait, alors certainement
beaucoup mieux que ce que je vais faire, hein, mais voilà, dans la démarche de Mathieu, ces passages à l'acte, son délire obsessionnel et d'angoisse de mort, finalement, il passait à l'acte pour se sauver lui, quoi. Vous voyez, le truc, oui. Écoutez-moi, avec mon petit vocabulaire, je me dis le truc de fou, quoi. Vos filles n'ont jamais eu peur de lui, elles n'ont jamais ressenti de danger? Non. Écoutez, nos filles, nous, mais personne n'a jamais eu peur de Mathieu. Pour rappel des faits, pour être précis, en fait, il a fait croire qu'il allait chercher des champignons hallucinogènes, c'est ça, dans les bois. Ensuite, Mathieu a attiré Agnès Marin dans la forêt, il l'a attaché à un arbre, il a apporté plusieurs coups à Agnès avant de la violer sous la menace d'un couteau. Et après le viol, il a de nouveau battu, il a asséné 17 coups de couteau, il va décéder de ses blessures, et après, il a brûlé son corps avec un bidon d'essence, etc. Ça ressemble pas à une pulsion, c'est ce qu'ils disent dans les rapports, etc. C'est qu'une pulsion, là, ça se préparait quand même un peu, pour partir avec un bidon d'essence, etc. Machin. Ça peut être quand même relié à de la schizophrénie, ça? D'après le psychiatre qui le voyait, oui. Et écoutez, après, aujourd'hui, Mathieu a une reconnaissance de la MDPH. Il est considéré comme invalide à 100%. Mathieu perçoit une allocation adulte handicapé. Mathieu a été intégré dans un ESAT, c'est-à-dire un lieu protégé pour le travail des personnes en situation de handicap. Mathieu a un traitement. J'ai jamais eu son psychiatre, mais les molécules qu'il nous dit qu'il prend sont prescrites aux schizophrènes. Pareil, j'ai l'occasion de rencontrer des psychiatres qui me disent qu'il est à la dose maximale de ces molécules-là. Mathieu est suivi par un psychiatre. Il voit un psychiatre. Mathieu voit 2 fois par mois un psychologue. Mathieu a été condamné à une injonction de soins à vie. On va obliger Mathieu à se soigner à vie. Là pareil, qui je suis moi pour dire... Alors je dis ce gamin, il a 30 ans, hein, bah oui. Ce gamin n'est pas malade. Ma psychiatre, moi, qui m'aide, me dit, si vous prenez, vous, 1/10 de ce que prend votre fils, vous êtes défoncé pour la semaine. Quand je vois Mathieu, moi, au parloir, ça va. C'est-à-dire que le traitement... sur lui, n'a pas l'effet de le défoncer, quoi. Mais au contraire, le fait d'atténuer les symptômes qu'il pourrait avoir, quoi. Vous n'avez pas eu de nouvelles de la famille d'Agnès Marin? Est-ce qu'ils ont essayé d'en prendre... Enfin, est-ce qu'ils ont essayé de rentrer en contact avec vous? Non, je pense pas. Non. Pas que je sache, non. En 2016, vous avez répondu dans une interview dans le Figaro. Il parle du livre, justement, que vous avez écrit. Et ils disent, nous trouvons ce livre indécent et sa sortie nous a ébahis. Les parents de Mathieu Molinas ont passé plus de temps dans les médias en quelques semaines que nous depuis l'assassinat de notre fille. Il s'agit d'une vraie campagne de showbiz. Vous avez vu ces mots, j'imagine? Ouais. Ce qui sort, etc. Écoutez, moi, je ne vais pas commenter ce que disent. Et puis ils ont tous les droits. À nos yeux, ils peuvent dire, voilà, leur fille est décédée, notre fils l'a assassinée, vous savez, on s'est tu. On s'est tu, et j'espère que vous l'avez vérifié, entre l'assassinat, entre le premier viol de Julie et la condamnation définitive de Mathieu, on n'a jamais parlé à un média. On a demandé aux 2 avocates de Mathieu de ne pas parler à des médias. Par respect pour les victimes de Mathieu et leur famille, mais aussi par respect pour l'institution judiciaire. Mais là aussi, on se disait, on ne veut pas influencer en quoi que ce soit le jugement de notre fils. Et une fois que Mathieu a été condamné, et une fois que Mathieu nous a dit, on arrête les procédures judiciaires et j'accepte ma condamnation, moi, Dominique, j'ai ressenti le besoin de
Oui, le besoin de parler. C'est pour ça que vous avez fait ce livre? Oui, c'est pour ça que... C'est ma question d'après, mais pourquoi vous avez écrit ce livre? C'était en quel but? Pourquoi on a écrit ce livre? Parce que, pareil, on a été... pendant toute la procédure judiciaire, et encore aujourd'hui, quoi, voilà, on fait passer Mathieu pour... Voilà, Mathieu est un monstre. Et moi, ça, c'était insupportable. Mathieu a commis des actes monstrueux. Ça, il y a personne qui vous dira le contraire. Mais Mathieu, c'est mon fils. Vous voyez? Et les actes monstrueux et le monstre qu'il est certainement, je ne le connais pas. Je ne l'ai jamais côtoyé, vous voyez? Et puis après, il y avait aussi le... Moi, j'ai pas accepté la condamnation de Mathieu. C'est vrai? Non, perpétuité pour moi, pour un gamin de 16 ans et 17 ans, c'est... Et la preuve que je suis pas tout seul à penser ça, puisque aujourd'hui, on peut plus condamner un mineur à perpétuité. Aujourd'hui, alors peut-être que les événements politiques feront que ça change, mais en 2017, oui, c'est en 2017, je crois, on ne peut plus condamner un mineur à perpétuité. Le législateur a décidé que ces peines-là, à perpétuité, n'étaient plus adaptées pour les mineurs. Et puis, en même temps, j'allais vous dire, qu'est-ce que ça veut dire, quoi? Qu'est-ce que ça veut dire d'enfermer un gamin de 17 ans à vie? Mais le problème, c'est que les parents d'Agnès ne verront jamais leur fille à vie. Ouais. Ben, c'est ça, tout le... Ouais. C'est ça, tout le problème. Mm. C'est vrai, hein. C'est enlever une vie, quoi. C'est... Dernière chose... En même temps, pardon. Des mineurs qui enlèvent des vies, Mathieu, malheureusement, n'est pas le premier. Des mineurs qui ont été condamnés à la perpétuité, Mathieu, non seulement c'est le premier, parce qu'avant lui, il y avait eu Patrick Dils, mais il a été reconnu innocent. Et non seulement c'est le premier, mais c'est le dernier et l'unique. Vous voyez? Et donc, effectivement, si tous les mineurs qui ont enlevé une vie doivent rester en prison à vie... Et puis après, Guillaume, la condamnation, mais ça, je vous demande de me faire confiance, je le pensais avant que Mathieu fréquente des juges. La condamnation, ça a un sens, ça a un sens, et effectivement, pour le condamner, il doit se saisir de sa peine, effectivement, pour avoir... oui. Vous savez, pour se racheter, etc., quoi. Là, quand on condamne un gamin de 17 ans à la perpétuité, c'est quoi le sens de la peine? Le sens de la peine, c'est qu'il y a un déchet, on va... Bah, c'est de dire, t'as enlevé une vie, t'as pu la tienne, mais on te tue pas. Ce qui est déjà bien à une époque... Ouais, à une époque, il aurait été certainement guillotiné, ouais. Dernière chose sur les parents d'Agnès... Ils disent, à la barre, monsieur Daniel Zaguret a dit que Mathieu était un tueur en série en puissance et que c'était un manipulateur. Il a commis une succession d'actes prémédités dont la folie a été exclue. Tout était parfaitement réfléchi. Il ne se fera prendre que parce qu'Agnès aura eu le temps de le griffer au visage et que ses marques le trahiront. Or, dans leur livre, les parents de Mathieu plaident la maladie mentale de leur fils, et ce, pour le faire sortir de prison et dire qu'ils n'y sont pour rien, c'est ignoble. Ouais, ils ne sont pas d'accord avec vous sur ce point-là. Écoutez, que les choses soient claires, hein. On ne réclame pas, et on n'a jamais réclamé que Mathieu soit libre. Vous voyez, moi j'ai eu la joie et le bonheur d'être élevé par des gens par mes parents qui ont fait toute leur carrière en psychiatrie. Dans les hôpitaux psychiatriques, il y a des gens qui sont enfermés, mais qui sont soignés. C'est pas l'enfermement qu'on remet en cause, c'est le soin. Et pareil, on soigne les gens dans les hôpitaux, pas en prison. Et vous savez, Mathieu, encore aujourd'hui, ne s'imagine jamais libre. Jamais. Bien évidemment qu'il sortira un jour, puisqu'en France, on sort. Mais lui, là, quand il vous l'évoque, et c'est rare, quand il évoque, il vous dit, voilà, quand je sortirai, je serai hospitalisé. Quand je sortirai, il faudra
me trouver une clinique, quand je sortirai, vous voyez, il ne se voit pas libre et il ne le réclame pas. Et là aussi, il faudrait qu'à côté de moi, il y ait un psychiatre. Pour quelqu'un de normalement constitué psychologiquement, c'est impensable. Et on n'essaye pas de le faire passer pour un malade. Ça, il faut... non. Et monsieur et madame Marin, là-dessus, se trompent. On n'essaye pas de le faire passer pour un malade. Et le fait d'être malade n'atténuera... Mathieu est condamné, là. Hein, c'est terminé, là. Tout ce que je fais, le livre, etc., ça n'atténuera en rien la condamnation de Mathieu. Et c'est pour ça qu'on a voulu se taire, nous, pendant toute la procédure. Si j'avais voulu le faire passer pour un fou, c'était avant, pour essayer d'influencer, comme d'autres font, en disant non, on n'a rien dit. Vous l'avez vu, le film? Ouais. Vous étiez sur le tournage? Non, j'ai pas été sur le tournage. Vous avez donné les indications avant au réalisateur pour essayer d'être le plus proche? Oui, on a rencontré le réalisateur, on a rencontré la scénariste, on connaît Laurent Secaldi, le producteur, depuis longtemps. Oui, on a participé à notre petit auteur, ouais. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Oui, quand je regarde le film, je ne vois pas les acteurs. Je me vois moi, je m'entends, j'entends Sophie, j'entends les filles, j'entends Mathieu, quoi. Donc Écoutez, des gens qui sont moins concernés que moi m'ont assuré que c'était un film de qualité. Qui retranscrit un peu ce que et qui retranscrit les quelques messages qu'on voulait faire passer. Ils ont changé les noms et les prénoms? Oui, ils ont changé les lieux, ils ont changé, et c'est très bien. C'est pas fait apparaître les victimes? Oui, non, ça on l'avait demandé, on avait dit, il est hors de question que les victimes... Ni leur famille d'ailleurs? Oui. C'était une demande de votre part? Ouais. On l'avait demandé, mais enfin, on n'a pas eu, je crois pas qu'on ait eu, on n'a pas eu beaucoup à insister. Je crois que et le producteur et le réalisateur, c'était des évidences pour eux. Je vous mets le lien en cliquable sous la vidéo si ça vous intéresse pour le livre et pour le film qui est diffusé sur France 2 ou le replay. Voilà, il y aura le lien en cliquable dessous. Comment va votre femme aujourd'hui? Écoutez, ça va de mieux en mieux. Et moi, de moins en moins bien. C'est vrai? Ouais. Ben, en fait, vous savez, bon, ça c'est ma psy qui m'aide là-dessus. Mais voilà, j'avais une mission, c'était de faire en sorte que nos filles soient le moins impactées. Et c'est vrai qu'il y a 2 ans, Margot a obtenu son diplôme d'architecte, Zélie a été admise brillamment à Sciences Po. Et pour moi, vous voyez, c'était mission accomplie, quoi. Et donc, je me suis autorisé à enfin lâcher. Vous voyez, un peu, voilà. Et donc, en lâchant, et oui, donc, voilà, donc on... C'est-à-dire quoi, enfin lâcher? Eh bien, à tomber, moi aussi, dans un épisode dépressif beaucoup moins profond que Sophie a connu, mais voilà, ça fait 2 ans que je suis arrêté, que je travaille plus, parce que je peux pas. Ah, c'est vrai? Ouais. Et là aussi, vous savez, moi, j'en ai pris à peu près plein la gueule, quoi. C'était, mais comment vous faites pour aller bien, quoi? Monsieur Boulina, ça va non, la fois, vous êtes vivant, vous bossez, etc. Comme si c'était naturel, quoi. Non, c'était parce qu'il fallait conserver un capitaine à la barre, quoi. Pas plus. Et que Sophie ne pouvant pas, ben, c'était moi. Votre quotidien, il est régi par les visites à la prison? Non, pas notre quotidien, mais on voit Mathieu, parce qu'il est très éloigné de notre domicile. On voit Mathieu 1 fois par mois. Depuis le Covid, il a le droit d'avoir un téléphone, donc il nous appelle. Alors lui a le droit de nous appeler, nous on n'a pas le droit de l'appeler. Donc là aussi, les conversations, elles sont écoutées, etc. C'est carcéral, quoi. Donc il nous appelle 2 fois par semaine, et on le voit 1 fois par mois dans le cadre de parloirs. Vous le voyez derrière une vitre? Non. En France, les parloirs, on est
Face à face? Oui, face à face, on peut... Vous touchez? Oui. Votre femme va aussi le voir? Oui. Avec vos filles? Oui. Alors les filles, elles grandissent et puis elles sont fort occupées, donc elles viennent moins souvent, mais oui, elles... Et puis on essaye voilà, de conserver une vie familiale. Vous voyez, la dernière fois que les filles ont vu leur frère, c'était pour Noël, quoi. Pour des moments voilà, qui nous semblent, nous, importants. Qu'est-ce que vous voyez pour la vie de votre fils quand il va sortir? Je vois pas grand-chose. Je sais pas, vous voyez, je sais pas. Je suis plein d'espoir en me disant que la médecine fait des progrès tous les jours. Pourquoi pas un jour... Et puis, vous savez, il y a un expert psychiatre, le docteur Blacher, qui, au moment des procès, a été... Mathieu l'a interrogé, quoi, en lui disant, docteur, est-ce que vous pensez qu'un jour, je pourrais être normal? Et le docteur Blacher lui a répondu, normal, je sais pas. Mais un jour, vivre normalement, oui, avec un traitement qui pourrait évoluer, etc., etc. Et puis, vous savez, ça a été un tel fiasco entre les deux affaires. Moi, l'avenir de Mathieu, je le vois encadré, mais pas par ses parents et surtout pas par ses sœurs, quoi. Voilà. C'est si un jour il sort, j'espère que toutes les précautions seront prises pour qu'effectivement il puisse être accompagné, soigné, etc. pour que jamais plus il puisse commettre l'irréparable. Et votre avenir à vous, pour finir? Mon avenir à moi, écoutez, ça va, j'ai 55 ans. Mon avenir à moi, oui, je le vois auprès de mes enfants, auprès de mon épouse. Reprendre le boulot un jour? Oui, ça, oui. Ça ne saurait tarder. Ouais. Merci beaucoup. Merci à vous. D'être venu, c'est pas facile hein, de faire ce qu'on a fait. Hein. Non, c'est jamais facile. Pendant 1h30, parler d'une affaire comme ça, et c'est tellement difficile dans les deux sens. On se met à la place de la famille d'Agnès, c'est abominable, et vous aussi. Oui. Et vous savez, c'était aussi le sens... c'est une collègue un jour qui m'a dit, tu sais, avant de te voir à la télé et de connaître ton histoire, jamais je m'étais mis dans la peau dans la peau d'un parent ou de quelqu'un qui côtoie un criminel. On a tous, me semble-t-il, cette capacité-là à se mettre à la place des victimes. Mais derrière chaque victime, il y a des auteurs, quoi. Et on avait un ami poète, malheureusement il est décédé, qui, une fois, en plaisantant, nous disait mais tu sais que même Landru, il avait une petite maman, quoi. Vous voyez, petite maman. Ça nous avait fait sourire. Mais oui, même Landru avait une petite maman, quoi. Le livre, je remets le lien, si vous voulez aller le chercher chez vos parents à perpétuité, chez Flammarion, Sophie et Dominique Molinas. Et je vous mets le lien du film aussi, diffusé sur France 2, qui s'appelle aussi Parents à perpétuité. Et si vous voulez le voir en replay, il est du coup en cliquable sous la vidéo. Merci à vous tous. Merci Dominique d'être venu, d'avoir fait les retours pour venir nous raconter votre histoire. Merci à vous tous d'avoir suivi, j'espère que ça vous a plu l'émission. On en fait 3 par semaine, 3 interviews tous les mercredis, vendredi et dimanche, en podcast audio aussi. Merci si vous nous écoutez sur Spotify, Deezer, Google Podcast ou Apple Podcast. Vous êtes de plus en plus nombreux, on est numéro 1 des podcasts en ce moment, au jour du tournage, donc c'est vraiment génial. Merci beaucoup à vous tous. Continuez de vous abonner de plus en plus nombreux sur notre chaîne YouTube aussi, Légende. N'hésitez pas à liker la vidéo, à mettre en commentaire ce que vous en avez pensé, à réagir à tout ce que l'on a abordé comme sujet durant l'émission. J'aime beaucoup lire les commentaires après le soir et regarder un peu ce que vous en avez pensé. Mettre la petite cloche si vous voulez aussi être au courant de la prochaine sortie de vidéo. On vous embrasse tous. Merci à toute l'équipe d'avoir préparé l'émission, d'avoir lu avec toute l'équipe le livre, regarder le film, noter les questions, tout préparer pour essayer de faire une émission la plus juste possible. Voilà, je vous embrasse fort et à la prochaine.